Les divinités, que l'on appelle les peintres, se réunirent et décidèrent d'exécuter ensemble un tableau. Mais pas un tableau ordinaire, une peinture vivante, dans laquelle ils créeraient les êtres et les lieux qu'ils voyaient en rêve. Il leur fallait quelque chose pour orienter leur création dans un sens commun. L'un d'eux eut l'idée de s'inspirer d'une mélodie qu'ils connaissaient tous. Ils n'utilisèrent qu'une seule palette dans laquelle ils puisaient toutes les couleurs nécessaires à la réalisation de leur œuvre. Les peintres utilisèrent 7 couleurs pour peindre le monde. La couleur du vide, celle de l'harmonie, des éléments, des végétaux, des animaux, des objets et enfin la couleur des humains. Alors que les touches de peinture se juxtaposaient, se recouvraient, les êtres représentés se mirent à prendre vie, comme mus par le simple désir des peintres de les voir s'animer. Tel était le pouvoir de leur peinture. La contemplation de leur œuvre les ravissait. Quand survint le déséquilibre, les peintres découvrirent que l'osmose qui les liait était rompue. Certains peintres résolurent de s'incarner dans leurs tableaux. Ainsi naquirent les médiums. Les peintres pouvaient explorer leur œuvre par leurs sens et trouver la source des problèmes. Ils découvrirent que les êtres humains étaient au cœur de leur discordance. Leurs actes transformaient le monde, le déséquilibraient. La couleur des humains était la cause du déséquilibre. Ce sont les humains que les peintres choisirent pour s'incarner afin de retrouver l'osmose. Certains d'entre eux s'incarnèrent, tandis que d'autres demeuraient dans les sphères célestes et poursuivaient la peinture du tableau. Les pinceaux parcouraient la surface de la toile et sous l'habileté innée des êtres d'essence divine, le monde prit forme. En s'incarnant dans leur médium et nuances, ils initièrent la quête. Les médiums étaient, à l'origine, de simples humains qui furent colorés par des peintres. Cette coloration est toujours le produit d'une opération mystérieuse et leur procure non seulement une affinité, une capacité d'empathie et de médiation avec tout ce qui compose le monde, mais cela fait naître également un attribut étrange, une particularité inhabituelle chez un être humain, marque de leur différence. Les médiums possédaient la marque divine, une particularité pouvant parfois s'avérer rassurante ou terrifiante au contraire. Elle leur conférait une véritable empathie envers les choses et les êtres. Lorsque les peintres aimaient ce que leurs semblables créaient, ils leur faisaient des offrandes. Les offrandes leur donnaient une énergie qui rejaillissait sur les médiums et sur certains humains. Cette énergie était le seul moyen de rééquilibrer le tableau. Les problèmes que la quête révélait étaient toujours liés aux humains. Certains problèmes étaient des symptômes de leur incompréhension du monde qui les entoure.
d'autres naissaient des couleurs. Tous participaient du désordre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui genre tout au féminin et n'entend pas les râlistes crier puisqu'on les a mis dans une zone de vide pour rétablir l'équilibre. Comment vas-tu, Alice ? Ça va très bien, je suis un petit peu encombré sur mon plan de travail actuellement, vu que ça fait plusieurs jours que je suis dans l'inventaire de ma collection de cartes Pokémon. Ah oh. Et donc j'en ai partout, c'est n'importe quoi. Du coup un petit peu compacté, mais ça va le faire. Tu vas les vendre au plus offrant pour te faire des millions ? C'est une bonne idée. Je ne réponds pas à ça. On sait très bien que tu es une spéculatrice. Oui, bien sûr. Moi ça va, écoute, là on enregistre très très tard, puisqu'on est quand même vaguement le jour de la fête de la musique, je tiens à le dire, voilà, je donne la date sans donner la date, mais en donnant la date. Donc le podcast sort dans 4 jours, on enregistre maintenant parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à faire des recherches pour cet épisode. Je suis tombé dans une quantité infinie de loophole et de rabbit hole et de tout ce que... Oui, plus de rabbit hole que de loophole, d'ailleurs, ça n'a aucun sens de tomber dans des loopholes. Ça pourrait, je connais pas l'état de tes recherches, donc je peux pas dire, mais techniquement, ça m'a pas choqué. Voilà, au bout d'un moment, j'ai mis stop pour 2 raisons. La première, c'est que il fallait bien que je m'arrête, sinon j'allais sortir l'épisode de ce mois-là dans plusieurs mois, et on n'avait pas sorti d'autres épisodes entre-temps, ce qui aurait été dommage quand même, pour un podcast mensuel. L'autre raison, j'en parlerai un petit peu plus tard. N'hésite pas à me le rappeler. Alors, avant d'attaquer les choses sérieuses, on va devoir naturellement commenter l'actualité politique, puisque on est entre les élections européennes et les législatives, donc de 2024, pour les gens qui écouteraient ce podcast dans 10 ans. Mais pour resituer. Enfin, ça dit, vous resituerez en regardant les différents épisodes qui vont suivre dans les mois qui viennent, je pense. Oui, j'allais le dire à la fin de cette phrase que moi, dans l'épisode 11, je parle clairement antifascisme d'action. Voilà, j'annonce, je fais cette promesse au futur. Moi, normalement, c'est prévu pour septembre aussi. Très bien. Donc, voilà, l'actualité politique, je dirais que c'est une catastrophe, même si depuis cette élection, le monde politique a été vraiment très redynamisé, c'est-à-dire qu'il s'est passé plus de choses en 2 semaines et demie qu'en 2 ans. C'est dommage qu'il fallait attendre ça, mais au moins ça, c'est là. Ouais. Tant qu'on est un petit peu à parler de l'actualité, t'as peut-être pas entendu parler, toi. Moi, je voudrais passer un petit coup de gueule au projet du Collège imaginaire des rôlistes itinérants, donc CIRI, si on fait l'acronyme. Le projet s'appelant du JDR pour le Cameroun. Donc, ça part d'une très très bonne intention, à savoir l'envoi de matériel de jeux de rôle au Cameroun, des manuels et des dés, afin de promouvoir la pratique là-bas. Donc ça, c'est super. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème. C'est très bien, oui, il faut que le jeu de rôle puisse atteindre toutes les personnes qui ont envie de s'y frotter. Ça, bien sûr, on va pas faire du gatekeeping, bien au contraire. On va faire du gate opening, release de Valve. Dans l'absolu, on pourrait dire que c'est même un descriptif de l'émission, le gate opening, vu qu'on présente le jeu de rôle. C'est vrai, on fait du... Oh, c'est beau ça. Alors, je pense qu'on va le mettre dans l'intro. Le podcast Gate Opening et inclusif qui genre tout au féminin. Bon voilà, donc jusque-là c'est super. Par contre, il y a la deuxième étape de ce projet qui me gêne beaucoup plus, puisque le fait d'envoyer donc au Cameroun, des gens pour, je cite, former des MJ, ça, moi je trouve ça beaucoup plus compliqué.
J'ai mal à la tête. Voilà, il y a un Roland colonialiste à mort. Moi, je revois Tintin au Congo, hein, je veux dire, on en est là. Hein. Puis au-delà de ça, je sais pas, il y a un niveau d'échelle qui me... Enfin, ça me semble absurde. Ben oui, mais voilà, donc la France-Afrique, ce n'est pas fini. si des gens avaient des doutes. C'est dommage, parce qu'on est passé à peu de choses d'un projet magnifique, et vraiment, c'est la honte. Je sais pas à l'heure actuelle s'ils sont revenus là-dessus ou pas, parce qu'à mon avis, ça a quand même soulevé une certaine polémique. J'en discutais avec quelques personnes que je ne vais pas citer, parce que ça s'est fait en privé. Et donc, si ça s'est fait en privé, je pars du principe que cet échange-là n'a pas pour vocation à être public. Mais voilà. Je suis pas le seul à trouver ça extrêmement dérangeant. Mais bon, passons aux choses sérieuses maintenant. J'ai une question pour toi, Alice. Oui. Si tu avais une capacité artistique illimitée, quelle œuvre ou quel genre d'œuvre est-ce que tu aimerais réaliser ? Une œuvre pour laquelle je n'ai actuellement pas les mots pour la décrire. Oui, mais je sais pas, ouais, t'aimerais... Alors, ton projet artistique ultime, ce serait quoi ? Un film, un livre ? Ce serait des livres, je pense. Des livres, ok, bah écoute, c'est pas mal. Moi je n'ai pas de réponse à cette question, j'en ai aucune idée. Je pense que ce serait des jeux de rôle, tout simplement. Ouais, non, en vrai je pense que ce serait des jeux de rôle. D'ailleurs, j'ai un projet de jeu de rôle, j'en parlerai certainement plus tard. Pas dans cet épisode, mais voilà, j'ai un projet de jeu de rôle, dont toi tu connais enfin, le gros des détails, tu connais tout en fait. Il faut que je me mette le pied à l'étrier. Mais on verra ça plus tard. On va se lancer dans le vif du sujet, à moins que tu aies d'autres choses à dire, bien sûr. Non. Alors, je te donne les indices. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu indépendant français. Un jeu qui n'est pas si récent que ça, puisqu'il s'agit du plus vieux jeu qu'on ait chroniqué sur ces 9 premiers épisodes. Hein, ça viendra peut-être à changer par la suite. Pas dont on a parlé, hein. Bien sûr, celui qu'on a chroniqué. Oui, parce que sinon on a quand même évoqué D&D. Voilà, c'est pour ça va être compliqué. On va parler d'un jeu à tendance fortement narrative, bien que son auteur dit qu'il s'agit d'un jeu simulationniste. Mais simulationniste selon la théorie ludo-narrative simulationniste, la GNS, donc Game Narrative Simulation. Je vais pas rentrer dedans, d'accord ? On va parler donc d'un jeu qui a le nom d'une figure de rhétorique, et ça, tu le savais, et un jeu sans préparation. Je suis très embêté pour les exemples d'œuvres qui pourraient utiliser ce système, parce que j'ai honnêtement jamais rien vu qui pourrait s'y apparenter. Je pourrais donc même pas citer Alien aujourd'hui, je m'excuse platement auprès de nos auditoristes qui m'attendaient sans doute au tournant avec ça, mais non, pas d'Alien aujourd'hui, pardon. En revanche, le jeu s'inspire très fortement de l'anime Mushishi, que je vous encourage à regarder, hein, c'est trop bien, et un peu plus modérément du film Le Voyage de Chihiro. Il y aurait apparemment aussi un animé qui s'appelle Mononoke, mais qui n'a absolument aucun rapport avec Princesse Mononoke, c'est pas la même chose, qui est aussi cité. Moi, de mon côté, dans une certaine mesure, je voudrais aussi rajouter le manga, le nouvel Angyonshi, surtout dans certaines des histoires courtes, au tout début, avant qu'il y ait la trame principale qui arrive. Je pense notamment à Mandala Gay, les vrais sauront, mais voilà. Et par ailleurs, toujours de façon très très partielle, je pense qu'on peut mentionner le jeu vidéo Okami de 2006. Oui, 2006. Il y a une réédition beaucoup plus tard, mais initialement, il est 2006. Non, mais pas la peine d'insister dessus. Si, parce que moi, j'y ai joué en 2006, sur PS2. Alors après, tous ceux avec leur Wii, là, je sais pas combien d'années après, qui m'ont dit « Oh là là, Okami et tout !» Je fais « Okami, mais j'ai fait il y a 4 ans, moi !» Ouais, moi, Okami, c'est un jeu auquel j'ai toujours voulu jouer, mais je suis passé à côté quand elle est passée sur PS2, parce que j'ai fait une PS2 quand même. Je suis passé à côté quand elle est sortie sur Wii, et finalement, j'ai un stade où je l'ai toujours pas fait. Bah écoute, ne tarde pas trop, parce que je pense qu'il a un peu vieilli, ce jeu, mine de rien, et voilà. Peut-être plus la version Wii que la version PS2, j'ai pas eu l'occasion de tester les deux, mais je pense qu'ils ont dû refaire quelques lignes de dialogue, parce qu'en fait, en 2006, il y a une référence à la Coupe du Monde de football de 2006, justement. Et je pense qu'elle a été supprimée dans la version Wii qui est sortie après. Bon, peu importe. Avant de révéler le nom du jeu dont on va parler aujourd'hui, même si vous savez lire a priori et vous savez que... Voilà, je précise que justement toi tu n'en connais que le nom. Oui. Tu ne sais pas de quoi ça parle, tu ne sais pas comment ça se joue. Pareil, c'est encore quelque chose passé à côté, parce qu'on avait failli jouer à ce jeu la première fois que je suis venu te voir.
Oui. Et finalement, ça s'est pas fait. Et oui, bah écoute, c'est comme ça, mais c'est pas grave, ça te donne l'occasion de le découvrir avec beaucoup plus d'éléments que je n'aurais pu t'en donner à l'époque, puisque Totalement. j'ai passé mon mois entier à faire des recherches. Nous allons parler en ce lumineux mois de juin de prosopopée du regretté Frédéric Sintès qui nous a quittés le 22 décembre 2021. Prosopopée, c'est un jeu non violent, d'histoire poétique, zen et contemplative, qui questionne la relation entre l'humanité et la nature. Compte tenu des thèmes du jeu, de son côté assez intimiste et du fait que son auteur soit décédé, je vais me permettre de bouleverser un peu mes habitudes d'organisation d'épisodes. Tout ce que je dis d'habitude sera bien entendu présent, et je vais même dire un petit peu plus. Sache, Alice, juste une chose. Comme dans une session de prosopopée, je vais faire régulièrement des pauses pour que tu puisses intervenir. N'hésite jamais à le faire, je mets un dièse là-dessus. Très bien. Je vais commencer, donc, à parler de ma rencontre avec prosopopée. Je sais même plus exactement comment je suis tombé sur ce jeu. Ça devait être en 2017, j'ai dû en entendre parler en lisant un article sur Places to Go People to Be, un excellent site d'articles consacré aux jeux de rôle que je vous conseille fortement. Non, sérieusement, mettez pause, allez lire Le problème de l'armure. Ça n'a absolument aucun rapport avec l'épisode du jour, mais ça reste brillant. J'ai donc atterri sur le site de Limbic System, et j'ai téléchargé le PDF du jeu, disponible en accès libre, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc n'hésitez pas. J'ai lu les 88 pages du manuel, et c'était un choc. Pourquoi j'avais jamais vu de jeu de rôle comme ça avant ? Le principe phare du jeu, c'est la bienveillance. Je vais développer ça plus tard, mais en 2 mots. Les MJ, oui, parce qu'il y a plusieurs MJ potentiellement, sont là pour aider les PJ. On donne des bonus quand on aime bien ce que font les autres. J'ai mené quelques parties de prosopopée, 2 ou 3 parties, en duo PJ-MJ, parce que le jeu s'y prête plutôt bien. Pour l'anecdote, j'ai même mené une partie pendant un trajet en voiture, pendant lequel je conduisais. Donc bisous à mon épouse, qui était ma joueuse, et qui nous écoute. Elle nous écoute quand je lui rappelle qu'on sort un épisode tous les mois. Mon groupe de jeu habituel n'était pas totalement intéressé, donc prosopopée est peu à peu tombé dans l'oubli de ma pratique rôliste. Enfin, c'était vrai jusqu'à fin 2021 où j'ai appris le décès de Frédéric Sintès. Ça m'a fait un choc. Malgré ma maigre pratique d'un de ces jeux et le fait que j'avais jamais interagi avec lui, j'ai vraiment eu l'impression de perdre un ami. Parce que le jeu, encore une fois, c'est très intime, ça m'a vraiment fait un choc. Mais alors, me diras-tu, Alice, avec brio et pertinence, outre l'auteur de prosopopée, qui était Frédéric Sintès ? Outre l'auteur de prosopopée, qui était Eric Sintès ? Frédéric Sintès. Sintès. J'ai toujours un très gros problème avec les noms. C'est pas grave. Vous vous en rendrez compte avec le temps, ça va revenir. J'ai un gros problème avec les noms. Bon, je vais pas faire un très long laïus sur sa vie. Je vous invite, si ça vous intéresse, à écouter le quadruple épisode de Radio Rolliste qui lui est consacré. Près de 10 heures d'hommage à peu près. J'ai écouté ces 10 heures-là pour l'épisode, mais pas que. Je vais juste garder ce qui nous intéresse ici. Frédéric Sintès était un artiste. Il jouait de la guitare et il chantait. Il a fait partie d'un groupe de jazz, d'ailleurs. Tu sais, le jazz, le genre musical où rien n'est écrit à l'avance et où un groupe improvise ensemble sur une même tonalité. Ouais. Ça reviendra, ça. Si je le mentionne, c'est que ça va revenir. D'ailleurs, tant qu'on parle de jazz, je pense que tu seras d'accord pour qu'on suggère la très bonne vidéo live du Vortex sur le jazz avec nala.mp3. Oui, tout à fait. Je la mettrai en lien, n'hésitez pas à aller voir. Donc Frédéric Sintès a fait les beaux-arts, il savait très bien dessiner, en plus de jouer de la guitare et chanter. J'imagine qu'il savait peindre, en tout cas il a été illustrateur, puisque les illustrations de ces jeux, c'est lui qui les a faites. Ça lui a donné, les beaux-arts, une très grande rigueur intellectuelle, et il en a retiré des notions comme la cohérence interne d'une œuvre, c'est-à-dire que chaque élément doit renvoyer au tout, etc., et pas avoir un truc qui sort un peu de nulle part, par exemple, parce qu'il faut absolument jeter un dé 20 pour faire du jeu de rôle. C'était aussi un passionné de culture populaire, notamment de jeux vidéo et d'animation japonaise. Il passait beaucoup de temps à regarder des animés, et quand l'un d'eux lui parlait, il le déclinait en jeu. Mais attention, pas bêtement, genre un fangame, quoi. Il essayait de prendre ce qui l'intéressait dedans, et comment en faire quelque chose de jouable, de ludique. Donc prosopopée, je sais qu'on n'a pas encore commencé à en parler vraiment, mais c'est pas grave, c'est inspiré de Mushishi. Alors je vais pas spoiler Mushishi, mais voilà. On suit un voyageur qui s'appelle Ginko, et qui est confronté à des communautés humaines qui ont des problèmes d'ordre surnaturel. Et Ginko va tenter de résoudre ces problèmes de façon
plutôt apaisé, plutôt zen. Il y a rarement de très fortes tensions. C'est plutôt pacifiste, on va dire. Et si un jour on parle de Démiurge, également de Frédéric Sintès, à ce moment-là on parlera de Full Metal Alchemist, parce que Démiurge est inspiré de Full Metal Alchemist. Je note donc dans ma liste. Il faudra que je finisse de lire le manuel et que je fasse des parties tests, mais a priori, Démiurge, oui aussi, on en parlera. Frédéric Sintès, c'était également un intellectuel qui, dès 2005-2006, alors les dates sont un petit peu difficiles à trouver parce qu'on parle de forums qui ont été fermés, donc les archives sont difficilement trouvables. Donc dès 2005 et 2006, il cherchait à faire évoluer le jeu de rôle vers ce qu'il est d'ailleurs devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de plus mature, qui peut traiter de sujets sensibles ou profonds. Et c'est pas nous qui allons dire le contraire, hein, bien sûr, avec les jeux qu'on chronique. Clairement. Par contre, une majorité de ses contemporains avaient tendance à dire qu'il se prenait la tête pour quelque chose qui n'était qu'un jeu. Ce sont des citations indirectes de témoignages, hein, donc voilà. C'est sur le forum de Silent Drift qu'il a su trouver des gens avec qui échanger et se renvoyer la balle dans des constructions de JDR. Mais encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein. C'était quand même important de mentionner Silent Drift, à savoir la version francophone de The Forge. Ah, mais The Forge, du coup, qu'est-ce que c'est ? The Forge, en 2 mots, c'est une communauté anglophone qui voulait pousser le JDR au-delà de Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu. Ça a donné Fiasco de Jason Morningstar. Moi aussi j'ai du mal avec les noms. Moi je les lis, c'est pour les prononcer. Ça a donné Fiasco de Jason Morningstar, le jeu de rôle pour jouer un film des frères Cohen. Ça a donné, au hasard, Apocalypse World de Vincent Baker, qu'on a déjà cité puisque c'est le PBTA originel. Donc voilà, The Forge, inventé le PBTA. Ou encore, toujours du même auteur, Dogs in the Vineyard, où on joue des mormons qui soulèvent la poussière de merde hein, des petits villages du Far West. Un jeu qui a l'air absolument incroyable, et je vous promets qu'on en reparlera un jour, pas pour le chroniquer. En un mot commençant, The Forge a un petit peu sauvé le jeu de rôle de son encroûtement. Ah, totalement. Et Silent Drift, c'est vraiment le pendant francophone. Donc sur Silent Drift, il y a Fabien Hildwein, il y a Romaric Briand, il y a Gaël Sacré, il y a Joanne Scipion qui a fait Sombre. Enfin, voilà, on est quand même sur quelque chose aussi qui a eu beaucoup d'impact dans le jeu de rôle francophone indépendant. Bon, je prétends évidemment pas adresser un portrait exhaustif de Frédéric Sintès en tant que personne, hein. Par contre, c'était un auteur indépendant de jeux de rôle. Et pas, enfin aussi, oui, mais pas un auteur de jeux de rôle indépendant, même si c'est aussi vrai. Non, lui, il était indépendant, dans le sens où il faisait tout dans son coin. Système de jeu, rédaction, illustration, tout. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus fréquent, mais ça n'était pas du tout à l'époque. À minima, t'engageais quelqu'un pour les illustrations, etc. C'était quand même pas fréquent. Et puisqu'on parle de l'époque, toi t'as probablement pas connu ça dans ta pratique rôliste, Alice, mais au début des années 2010, disons dans la première moitié, quoi, le jeu de rôle indépendant, ça se faisait parfois en impression à la demande, sur des sites comme lulu.com. D'ailleurs, c'est ce que fait Inno, il le fait toujours, hein, parce que là, il va sortir un jeu de rôle la semaine prochaine. Une mini-campagne en 4 épisodes sur Channel Fear. Et ça va sortir donc sur Lulu, comme d'habitude. Et c'est ce que faisait Frédéric Sintès. Il y avait d'autres modèles, mais c'était un des modèles de l'époque. Il n'y avait pas vraiment les Kickstarter, les trucs comme ça se faisait pas des masses à cette époque-là. Alors, effectivement, moi dans les années 2010, je connaissais pas encore le jeu de rôle. Je suis pas sûr que je savais que ça existait d'ailleurs, mais le coup de faire des impressions à la demande des livrets de jeux de rôle, j'ai déjà croisé ça, notamment quand j'avais participé, quand j'avais zioté le ZineQuest de, je crois que c'était 2021, je crois, j'ai beaucoup croisé comme ça on va dire, prendre un terme générique, on va dire de petite production, où voilà, effectivement, en cherchant un peu, c'était beaucoup la pression à la demande. D'ailleurs, ce serait à vérifier le cas échéant, parce que je ne sais plus si c'était le cas d'Anamnesis ou si c'était un autre système que j'avais croisé en faisant mes recherches sur Anamnesis, mais quand j'ai fait cet épisode-là, j'ai beaucoup croisé voilà, de systèmes où effectivement, alors, le PDF est obtenable, mais effectivement pour l'impression c'était à la demande imprimé et envoyé. Oui, mais alors il y a une différence, enfin, effectivement, à la demande imprimé et envoyé. Là, c'est vraiment en fait d'aller sur un site tiers. Là, je te parle de Lulu, mais il y en a d'autres. Mais Lulu c'est le plus connu, lulu.com. Et en fait, sur le site, donc tu payes. Il y a une partie qui va à l'auteur, et une partie qui va au site. En fait, c'est vraiment un site d'impression de livres.
Tu demandes pas à l'auteur, dire, je veux que tu m'imprimes le livre et que tu me l'envoies. Ce qui est par exemple, c'est ce que j'ai eu pour... évidemment je me trompe de nom. Survivre au crépuscule. C'est sur le site de l'auteur, je dis oui, je veux une version imprimée, et il a fait un certain nombre de tirages, puis il les envoie. Voilà. Mais là c'est encore autre chose, quoi. C'est-à-dire le fichier est sur le site, tu peux aller l'acheter. D'ailleurs, donc on ne peut plus acheter le manuel de prosopopée sur lulu.com. Ça a été supprimé. On peut toujours acheter le manuel de... oh là là, je suis désolé, les noms là en impro j'ai du mal. De Démiurge, c'est 30 balles. Alors que j'ai fait la simulation parce que maintenant j'ai envie de l'avoir. Alors en physique, j'ai déjà fait une version physique de prosopopée, mais en reliure Ibico et tout. Si je fais une vraie reliure de prosopopée, ça me coûte 11 € à peu près. Du coup, il y a bien une part qui va à l'auteur, là-dessus il n'y a aucun problème. Bon, je reprends sur Frédéric Sintès. En tant qu'artisan, comme on le décrit parfois, il prenait du temps à livrer un produit fini. Chaque mot, chaque virgule, chaque image, chaque mécanique de jeu avait un sens, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure avec la cohérence interne, et il avait longuement pesé le pour et le contre de chaque élément, pour qu'il n'y ait plus rien à enlever, ni à rajouter. Et c'est pour ça que Prosopopée sort en mars 2012, version officielle, alors qu'il y a des prototypes jouables à partir de quelque chose comme 2007. Et donc, c'est en ce sens-là que je dis que c'est le plus vieux jeu qu'on ait testé, parce que sinon, c'est Monster of the Week qui sort, lui, je crois, en juin ou en juillet 2012. Je suis allé chercher les dates là, on est en mars 2012, aucun doute là-dessus. Et maintenant qu'on a tous ces éléments, on va enfin pouvoir parler de prosopopée. Donc déjà, je l'ai mentionné dans mes indices, la prosopopée, c'est une figure de rhétorique qui prête parole et pensée aux abstractions, aux morts, aux animaux et aux choses inanimées. C'est d'ailleurs une des premières choses qu'on trouve dans le manuel. Et maintenant, je vais d'abord te faire écouter la mise en bouche, qui pour une fois est prête avant le reste, et qui est sortie donc maintenant il y a 5 jours, mais que tu vas pouvoir écouter maintenant. Oui. C'est le moment où je ferme ma gueule pendant 6 minutes. Je vais me la réécouter aussi, ça m'occupera. A few moments later. C'était très beau. Merci. Étonnamment, ça n'a pourtant rien de politique en soi, mais ça m'a fait, peut-être parce que je m'y suis replongé il n'y a pas longtemps, sans mauvais jeu de mots, ça m'a fait repenser à la saga Myst. Oui, il y a effectivement l'idée de plonger dans les livres, effectivement, il y a ce truc-là, c'est vrai. Ouais. Et de créer des mondes, justement, oui, les écrivains. Absolument. Si ce n'est que, là, en fait, comme tu l'as vu, c'est plutôt des peintres, du coup, et des peintures, donc, mais ça n'exclut absolument pas. Cette mise en bouche, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai repris les textes explicatifs des différentes étapes du jeu, que j'ai un petit peu réorganisé, et j'ai enlevé, il y avait quelques répétitions, donc j'ai enlevé 2-3 trucs. Déjà ça se répète en fait, mais c'est pas grave. Et je vais détailler un petit peu ces différentes étapes, bien sûr, peut-être dans un ordre qui m'est propre, et pas exactement celui du manuel. Tu excuseras, j'espère, ce léger écart pour cet épisode un peu plus personnel. Disons que vu l'ordre dans lequel j'ai présenté les choses à l'épisode précédent... On n'est plus à ça près, oui. J'ai aussi opté pour garder le masculin pour peintre, déjà pour respecter le texte du manuel. Je rappelle quand même que le féminin de peintre c'est peintresse, un vrai mot qui date d'avant la réforme orthographique par l'Académie française du XVIIe siècle qui a supprimé un bon nombre de formes féminines des noms de métiers. Mais voilà, c'était pour l'anecdote. Je cherchais l'année précise de cette réforme, je ne l'ai pas trouvée. Je sais que c'est au XVIIe siècle, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, dans Prosopopée, chaque joueuse joue un peintre. Une espèce d'entité dotée d'une puissance presque divine, en tout cas, en ce qui concerne la création. Au tout début de la séance de jeu, on choisit un paradigme, un élément artistique autour duquel les joueuses vont harmoniser leur imaginaire. Ce que je recommande pour une première partie, c'est de prendre une image, même dans le manuel, ils disent « prenez les images du manuel, elles sont là pour ça », donc que des dessins de Frédéric Sintès. Après, on peut prendre vraiment ce qu'on veut, on peut prendre un livre, on peut prendre une musique, on peut prendre... voilà, c'est aussi... Ce n'est pas un hasard si j'ai mis le Clair d'Atlas Sextet dans la mise en bouche, c'est parce que justement, il y avait cette notion-là de musique qui inspire, etc. Bon, enfin, de toute façon, regardez Clair d'Atlas, c'est un super film d'Essar Wachowski. Mais, ça va peut-être sembler évident, mais je vais d'ores et déjà faire un lien entre cette notion de paradigme et le fait que Frédéric Sintès faisait partie d'un groupe de jazz, puisque cette idée de fixer l'imaginaire commun n'est pas sans rappeler la pratique classique du jazz, où la seule chose qui compte, c'est d'être dans la tonalité.
Mais une fois qu'on est dans la tonalité, tout est permis. Plus ou moins, mais voilà. Donc déjà, c'est fou, un premier lien, je tisse des liens comme ça, mes recherches n'ont pas été vaines. Suite à ça, les joueuses vont se répartir entre médium et nuance. Il faut au minimum un médium et une nuance, et au maximum 3 médiums et 3 nuances. Mais il peut y avoir 2 nuances et un médium, ou un médium et une nuance. Il n'y a pas vraiment de prérequis différents que ça. Les médiums sont des PJ et les nuances des simili-MJ, mais les barrières sont un petit peu plus floues entre ces deux catégories de joueuses que dans ce qui se fait dans le jeu de rôle traditionnel. Avant que je développe ces catégories, je vais devoir faire un petit détour par la règle de narration libre, et là je cite le manuel. Il y a 3 règles. Tout ce qui est dit existe et ne doit pas être contredit. Cependant, les choses peuvent évoluer, et les zones de flou peuvent être interprétées et complétées à loisir. Aucun joueur n'a le droit de contrôler le médium d'un autre sans son consentement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lui imposer d'actes, de paroles ou de pensées, mais il peut lui suggérer par contre. Lorsqu'un joueur a fini sa narration, il marque une pause. Un autre poursuit. Il est interdit de couper la parole aux autres joueurs. Et donc, tu comprends mon mode de fonctionnement pour cet épisode. J'ajoute une autre règle du jeu, il n'y a aucun nom propre, et il est impossible d'en inventer. C'est-à-dire que tu utilises que des noms communs. L'époque non plus n'est pas précisée, et donc je cite à nouveau le manuel, une époque ancienne, après les débuts de la civilisation et avant l'ère de l'industrie et de la modernité. Ce qui est magnifique en termes de flou. Pour moi, ces 2 éléments, ça sert à donner un côté onirique et à pas restreindre l'imagination, puisque, par exemple, l'homme au turban grenat dans le village des aigrettes, c'est un petit peu plus imagé et moi je projette plus de choses que Jean-Robert de Saint-Martin. Et puis ça a le bon goût de pas spécialement l'ancrer dans une culture précise non plus. Totalement. Maintenant, si tu es d'accord, nous allons parler des médiums. Les médiums sont le résultat de l'incarnation d'un peintre dans un humain. Elles possèdent un attribut étrange lié à la couleur, avec laquelle elles présentent une affinité. Je vais développer les couleurs tout de suite. Cet attribut étrange apparaît dans son nom. Je donne donc des exemples, et je vais donner les couleurs en même temps. Donc, celle qui voit les esprits, pour la couleur du vide, celui qui a l'oreille d'or, pour l'harmonie, celle dont les cheveux flottent, pour les éléments, celui aux yeux de chat, pour les animaux, celle qui parle aux peaux, pour les objets, celui aux mains fleuries, pour les végétaux, bien sûr, ce ne sont que là des exemples. Et c'est là qu'on voit le nom du jeu, la prosopopée. On peut parler aux choses inanimées, on peut parler aux esprits, on peut parler aux plantes, on peut parler aux animaux. C'est une vraie possibilité qu'ont les médiums dans le jeu. Les médiums possèdent aussi des médiations, des moyens de résoudre les problèmes, mais j'en parlerai au moment où je parlerai des problèmes. Et comme il s'agit d'un jeu non violent et à tendance narrativiste, il n'y a pas de point de vie ou d'autres valeurs que ce que je viens de dire. Évidemment. Maintenant, parlons des nuances. S'il n'y a techniquement pas de MJ, il y a en revanche les nuances, des peintres qui restent en dehors de la toile pour guider les médiums. De l'aveu de Frédéric Sintès, on peut qualifier les nuances de MJ, mais là où c'est intéressant, comme je te l'ai déjà dit, c'est qu'il peut y avoir jusqu'à 3 nuances, qui vont donc se répartir un petit peu les choses, qui vont apporter des idées, complémentaires ou pas, puisque on est dans ce système-là de narration partagée. C'est toujours une nuance qui commence la narration de la partie, après quoi, la narration est partagée entre nuances et médium. Toutefois, chaque rôle a des priorités. Je dis bien priorité et pas obligation. Les nuances doivent décrire le décor, narrer les actes, paroles et pensées des personnages secondaires. Et les médiums, eux, leur priorité, c'est de narrer les actes, paroles et pensées de leur médium en relation et en réaction avec le décor et les personnages secondaires. Mais rien n'empêche un médium de décrire le décor ou d'introduire un personnage secondaire, bien sûr. Et pour finir ce passage sur la répartition des rôles, je trouve assez amusant de se dire qu'on joue tous des peintres autour d'un tableau, dont certains deviennent médiums et d'autres deviennent des nuances. J'y vois un petit peu une mise en abîme de la partie de jeu de rôle où on a des rôlistes autour de la table qui plongent dans le récit et d'autres donc certains vont incarner leur personnage dans le récit et d'autres vont rester en dehors et être les MJ. C'est pas spécialement développé ni par le manuel ni par aucun truc, mais moi c'est quelque chose que je vois, cette espèce de mise en abîme là que je trouve assez sympa. Et effectivement on plonge dans une œuvre d'art.
Ouais, et puis effectivement, le côté aussi derrière, dans un jeu de rôle un peu plus, avec une organisation un peu plus classique, le MJ ou la MJ peint entre guillemets la toile de, de- Oui, 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 bien sûr. Comme enfin, la toile du récit, oui, bien sûr. Par le monde, en fait, dépeint l'univers. Et oui. Et alors, c'est rigolo parce que ce truc-là, là, c'est vraiment moi qui suis allé chercher ce point-là, parce qu'il n'est jamais évoqué. À ma connaissance, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il n'est pas évoqué. C'est quelque chose que je vois assez facilement. Du coup, ça, je trouve que ça met en relation la partie jeu de rôle avec de l'art, qui est un petit peu le propos de Frédéric Synthèse déjà globalement, et de Prosopopée en particulier. Mais bon, on va un petit peu y revenir par la suite, notamment dans ma conclusion. Pour jouer à Prosopopée, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Il faut disposer du cercle du couleur. Tiens, je vais d'ailleurs te l'envoyer, si tu as envie de voir à quoi ça Ah oui, ressemble. effectivement. Oui, ça me dit quelque Alors chose. j'ai dû te le mettre en physique dans les doigts, oui, je pense. Parce que moi je l'ai imprimé et plastifié en très grand. Ce qui fait que, oui, j'avais dû déjà te le montrer. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le cercle des couleurs? Ah, pour le coup, c'est un grand cercle avec réparti en six parties, sur chacune des parties, un plus petit cercle représentant chacune des couleurs. Sauf Donc, la couleur des humains. sauf la couleur des humains. J'étais en train justement de les lire pour faire le compte, et effectivement, il n'y a pas la couleur des humains. Et avec à chaque fois, alors, déjà très coloré, puis à chaque fois un symbole pour représenter j'allais dire les différents éléments, mais non, parce qu'il y a une couleur des éléments, donc c'est trompeur, mais les différents concepts traités par les couleurs. Merci beaucoup. Et donc oui, on a vie, d'harmonie, éléments, végétaux, animaux et objets, donc pas les humains, puisque les humains sont la cause du déséquilibre, donc on n'utilise plus cette couleur. Et j'apprécie beaucoup le fait que le symbole qui représente l'harmonie ressemble à un triskel. Voilà. Non mais ils sont très beaux. Donc il faut avoir ce cercle des couleurs posé sur la table ou sur une table virtuelle, peu importe. Il faut avoir quelques D6 d'une couleur, donc jusqu'à 10, et une vingtaine de D6 d'une autre couleur qu'on dispose dans un bol. Par convention, les dés du bol, on va dire que c'est les dés blancs, et les dés qui sont pas dans le bol, c'est des dés noirs. Je donnerai leur vrai nom après, mais pour l'instant on va juste se cantonner à la couleur. Voilà, et évidemment, chaque médium doit disposer d'une feuille de médium. Alors, si tu veux, je t'envoie la feuille de médium. C'est peut-être un petit peu moins palpitant, mais. On voit toujours, ce sera fait. Oh, très joli aussi. Il y a une version en couleur, donc qui reprend un petit peu les visuels, mais celle-là est un peu plus simplifiée, je trouve. Elle est sympathique. Maintenant, on a passé en vue le gros des règles, hein, mine de rien, parce que la plupart des règles, c'est juste à propos de la narration, quel est l'objectif, enfin la priorité plutôt que l'objectif des différents rôles. Maintenant, on va s'intéresser à la partie mécanique. Parce qu'on est là, on est en narration libre, on ajoute des éléments, on décrit les pensées et les actes des personnages, on pose des questions, on observe le décor, ok, c'est super. Rien de tout ça, ça utilise de jet de dés. D'ailleurs, des dés, on n'en a pas, enfin il y en a sur le cercle des couleurs, il y en a dans le bol, mais tant mieux, parce que là, on ne saurait pas quoi lancer. Ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir offrir des dés du bol. Quand une joueuse, qu'elle soit nuance ou médium, raconte quelque chose qui nous plaît, peu importe comment on définit ce qui nous plaît, c'est totalement subjectif par définition, on prend un dé blanc, on le pose devant elle, sans rien dire. Alors c'est fait pour ne pas troubler la narration de la joueuse, et pour ne pas troubler la joueuse directement, ça reste plus facile d'accepter un dé qu'accepter un compliment. Ces dés, on les appelle des dés d'offrande, et c'est ça qui va nous servir à résoudre les problèmes. Mais qu'est-ce qu'un problème ? T'entends-je déjà me demander, et tu as raison. Mais qu'est-ce qu'un problème ? Eh bien, quand, dans la narration, ce que dit une autre joueuse semble constituer un problème, donc quelque chose qui relève du déséquilibre, on place un dé noir sur une couleur du cercle des couleurs, sur la valeur de notre choix. Donc 1, ça va être un problème très facile à résoudre, et 6, c'est sans aucun doute la source de tous les problèmes du tableau. À côté, on va écrire la nature du problème en quelques mots. Sachant que, je cite à nouveau le manuel, soit la couleur choisie est la cause d'un problème qui affecte les humains, soit la couleur subit un problème dont les humains sont la cause. On va prendre un petit exemple pour bien comprendre. Mettons qu'on se trouve dans un décor où le printemps aurait dû arriver depuis plusieurs semaines, mais où l'hiver ne s'arrête pas. On peut prendre un dé noir, dont le vrai nom est dé de problème, je peux le dire maintenant, on a les dés d'offrande et les dés de problème, et on le place sur la couleur élément, puisque là c'est l'hiver qui dure, donc c'est les éléments. On considère que c'est un très gros problème, donc on va le mettre à 5 par exemple, et on dit l'hiver dure. Et voilà, on a créé un problème. Maintenant on a des dés, on a des problèmes, c'est très bien, mais comment résout-on un problème ?
Eh bien, c'est très simple. On explique la cause du problème, et pour ça, on utilise les médiations. C'est le dernier élément que j'ai pas décrit, qui est sur la feuille de médium, que tu as peut-être vu. Il y a 5 médiations différentes, et chaque médium en dispose de 3. Je vais être exhaustif, mais succinct. Les médiations, donc il y en a 5. Sensibilité, qui en gros c'est l'empathie et l'influence. Sagesse, l'équité, la mesure, la compréhension. Perception, percevoir quelque chose qui aurait échappé à tout le monde. Science, comprendre et expliquer les causes d'un problème. Savoir-faire, donc, en dernier, fabriquer un remède ou soigner des couleurs abîmées. Chaque médium possède une médiation à 5, donc c'est sa médiation très forte, une médiation à 4 qui est forte, et une médiation à 3 qui est normale. Les autres médiations, il n'y a pas accès, c'est coché. La valeur d'une médiation, parce que c'est bien joli de dire 5 c'est fort, en gros c'est tu dois faire inférieur ou égal avec les dés d'offrande. Et donc, je reprends le problème à 5 qu'on avait tout à l'heure, il faut que sur tous les dés d'offrande et les dés qu'on me donne éventuellement parce qu'on souhaite m'aider, que je vais lancer, j'ai 5 ou plus dés qui vont faire la valeur de ma médiation ou moins. C'est clair ou pas? Ouais, si. Ça va, ok. Une fois qu'on a utilisé une médiation, qu'on ait réussi ou pas, on la coche, et on peut plus l'utiliser avant d'avoir utilisé les 2 autres. Auquel cas on décoche tout, et c'est reparti. Mais, les nuances aussi peuvent résoudre les problèmes. Les humains peuvent ouvrir les yeux sur le monde grâce à la présence des médiums, et donc résoudre les problèmes. Mais alors, les nuances n'ont qu'une seule médiation, donc utilisable à l'infini, parce que sinon c'est compliqué, et cette médiation c'est l'acceptation. Une partie de prosopopée se termine quand le dernier dé de problème a été retiré du cercle des couleurs, ou alors quand on décide que les problèmes sont trop difficiles pour être surmontés. On peut très bien se dire, non, on s'en va, c'est trop compliqué, on n'arrête pas d'échouer, là on n'y arrive plus, on n'a plus assez de dés, il faudrait qu'on refasse encore plein de trucs pour en récupérer et tout, on laisse tomber. Voilà, le jeu propose une porte de sortie, si on voit qu'on s'en sort pas, voilà, on n'insiste pas, on a le droit de partir, c'est pas grave. C'est un bon conseil aussi. Il paraît que le meilleur moyen pour vendre prosopopée à des gens, c'est de raconter une partie qu'on a jouée. C'est ce que j'ai entendu, donc je vais me prêter à l'exercice. Avant, je remercie bien évidemment Ptiké et Taralito du Discord pour avoir rendu cette partie possible, et donc je m'en vais te lire la partie il y a 5 jours, compte rendu validé par Ptiké et par Taralito. Dans un petit village de bûcherons dans la forêt se retrouvent 2 médiums. Celle dont les cheveux sont faits de plumes et celle dont les cheveux flottent. Team cheveux, on s'était pas concerté, c'est arrivé comme ça. Elles apprennent que le gibier est rare, puisqu'en effet, il n'y a pas le moindre animal aux alentours. Guidés par un garçon muet vers une source où on pourrait parler avec le grand cerf, le gardien de ces bois, les médiums apprennent que d'autres enfants ont perdu des parties de leur corps, comme leur guide a perdu sa langue. A priori, c'est une tentative des gens du village pour faire revenir le gibier. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Celle dont les cheveux sont faits de plumes concocte une espèce d'appât odorant, aidée par celle dont les cheveux flottent, qui diffuse l'odeur de cet appât au loin grâce au vent. Des petits animaux tout d'abord, puis, les plus imposants, apparaissent et repeuplent le paysage en un rien de temps. Celle dont les cheveux sont faits de plumes voit, l'espace d'un instant, l'image d'un cerf gigantesque au bois doré. Le garçon muet amène les médiums à la source, mais le grand cerf reste introuvable, même dans le reflet de l'eau. Cependant, en observant le reflet, on voit que le garçon muet a une langue. En parlant avec son reflet, les médiums apprennent que la sorcière des bois vit justement dans cette source. Que c'est là que les gens du village ont essayé de trouver une solution à la disparition du gibier en sacrifiant la santé de 6 de leurs enfants. Les médiums plongent alors dans la source et rencontrent la sorcière, une créature à peine humaine qui mélange une marmite où flotte une langue, une main, un pied, un œil, une oreille. Immédiatement, celle dont les cheveux sont faits de plumes accuse la sorcière de mettre des enfants innocents en danger. Celle-ci se défend en disant qu'elle veut se venger du grand cerf qui lui a volé sa vie, mais concède que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Réalisant son erreur, elle rend aux enfants leurs facultés volées. Mais le conflit entre la sorcière des bois et le grand cerf n'est pas terminé.
Les médiums décident d'emmener la sorcière au village pour que tout le monde saisisse la situation. Un assemblage de branchages est fait pour que le grand cerf puisse se manifester. On apprend que la sorcière était une habitante du village il y a de ça 1 siècle, et que le grand cerf l'a trouvée ravissante. Il lui a proposé de vivre avec lui, mais elle a refusé. Aussi a-t-il pris sa beauté pour la mettre dans ses bois, les parant d'or, et transformant la villageoise en un humanoïde hideux. Le grand cerf, comprenant publiquement à quel point sa décision égoïste a engendré des conséquences négatives, accepte la situation et rend à la sorcière ce qu'il lui a volé. Une grande fête est donnée, mais les médiums sont déjà repartis. Je sais pas si on l'a bien entendu. Mais... Oui, j'ai entendu en tout cas. J'amplifierai à balle pour qu'on t'entende applaudir. C'est pas banal de faire ce genre d'histoire, je trouve. C'est plutôt cool. Mais ça tombe bien, puisque j'arrive à la fin, j'arrive à pourquoi c'est bien. Je pense que j'ai déjà donné un bon nombre des qualités du jeu, mais j'ai encore des petites choses à dire dessus. Donc ça, je l'ai dit, c'est un jeu sans préparation, avec des prérequis assez faibles, puisqu'il suffit d'être 2 et d'avoir quelques dés. Dans l'absolu, le cercle des couleurs, on peut toujours le bricoler, enfin, ça se fait, quoi, je veux dire. C'est un jeu qui est très atypique. Alors, il y a d'autres jeux qui ont pu s'en rapprocher par la suite, je pense notamment au Jardin des Esprits de Fabien Hildwein, mais pas que. Faut bien garder en tête qu'au moment où il sort, enfin, même au moment où il est en prototype, hein, mais même au moment où il sort, c'est une claque dans la gueule du monde du jeu de rôle francophone. Personne n'a jamais vu ça. Moi-même, en 2017, c'est la réaction que j'ai quand je le découvre. Dans l'épisode précédent, je disais en indice qu'on pouvait citer ce jeu pour dire que le jeu de rôle c'est de l'art. Et je maintiens mon propos. Le jeu est beau, alors pas que visuellement, même si le jeu est très beau visuellement, mais dans ses thèmes aussi. Comme je viens de le raconter, je pense, dans la partie qu'on a jouée la dernière fois. Et il est assez apaisant. Et puis, quand même, la stimulation de créer de toutes pièces une histoire à plusieurs, bon, qu'on va retrouver dans le PBTA, par exemple, mais c'est quand même assez incroyable, enfin, dans certains PBTA, pas dans tous. Parce que là, à n'importe quel moment, en fait, la façon dont on va décider qu'un problème est lié à telle couleur, ça peut très bien ne pas du tout être ce qu'a prévu la personne qui l'a évoqué. Et de la même manière, la façon dont on résout le problème peut, puisqu'on l'explique, peut à nouveau amener d'autres choses qu'on n'avait pas du tout anticipées dans l'histoire. Donc en termes de jeu d'improvisation, Prosopopée se place quand même très très haut. Après, alors c'est rigolo parce que je sais que tu vas un peu poser cette question, mais je commence déjà à y répondre. Je trouve aussi que c'est un jeu de rôle qui est pas mal du tout, pardon. C'est un jeu de rôle qui est pas mal du tout pour l'initiation, et qui est faisable avec n'importe quel public, sauf peut-être des enfants en bas âge ou des fascistes, mais pourquoi jouer avec des fascistes ? Même en convention, je vois bien faire du prosopopée. Parce que on rappellera jamais, on a pu le voir dans les décennies de création culturelle quelconque, les fascistes sont incapables de créativité artistique. Oui, et puis même ils sont plutôt balèzes pour détruire la culture en fait. Mais oui, en l'occurrence, là oui, je pense qu'il faut vraiment avoir à minima une sensibilité artistique pour jouer à prosopopée. Tu peux pas te ramener en disant je fais du donge, vas-y, wesh. On est bien donc dans cet esprit forgien à dire non, on veut sortir complètement de l'appel de Cthulhu, de Donjons et Dragons. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que tu as des remarques sur le jeu ? À un moment au début, tu avais dit que tu allais préciser pourquoi tu t'étais arrêté dans tes recherches. Merci, j'avais oublié, mais oui. Alors, en fait, ça devenait douloureux pour moi de fouiller dans les traces qu'a laissé quelqu'un qui est mort, en fait. À tel point que... Donc j'ai écouté 4 heures d'entretien entre Thomas Munier et Frédéric Sintès. Un échange absolument fascinant. J'ai pas compris toutes les références qu'ils évoquaient, que ce soit certains trucs théoriques ou même des choses de culture plutôt d'histoire de l'art et d'histoire de la philosophie. Et à la fin, j'ai failli pleurer parce que je me suis dit c'est super, c'est peut-être la dernière fois que j'entendrai sa voix. Et il a plein de choses incroyables à raconter. Et ça, plus, n'ayons pas peur des mots, la bifle des européennes, ça faisait un peu beaucoup. Donc il a fallu que je lâche pour ne pas
vraiment m'effondrer là-dedans, dans ce truc-là, d'aller lire. En plus, il a un blog qui est extrêmement fourni. Il faudra que je lise. Hein. J'ai prévu de le lire, mais là, je me suis pris 1 semaine ou 2 où je souffle parce que c'est pas possible. Là. C'était plus possible. Donc voilà, c'était simplement ça. Parce qu'à un moment, ça devenait trop personnel. Parce que je suis allé retrouver une version prototype d'un jeu qu'il n'a pas fini. En fait, l'idée de ce jeu-là, enfin l'idée que je me fais de ce jeu-là, parce que c'était avant de le lire, c'est un peu ce qui m'a motivé dans mon idée de jeu de rôle. Le jeu de rôle s'appelle Psychodrame, enfin il s'appelle Les Cordes Sensibles, et avant il s'appelle Psychodrame, il a changé de nom. Voilà, c'est un jeu où tu joues des gens qui ont des liens entre eux, qui ont un problème qui leur nuit, et comment ils vont s'accommoder de leur problème, ou le résoudre. Voilà, et il n'y a pas de cadre défini, même si c'est plutôt fait pour un cadre contemporain quoi, actuel, mais tu peux très bien le faire dans un donjon, quoi, pourquoi pas. Voilà, est-ce que ma réponse te satisfait? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, je n'avais pas d'autres questions. En tous les cas, ça te donne envie d'y jouer. C'était ma question suivante, savoir si tu avais envie d'y jouer. C'est très bien, si j'ai réussi à te donner envie d'y jouer, mon objectif est réussi. Enfin, accompli plutôt. Il me semble que nous avons une question, donc, aussi, cette semaine. Oui, oui, nous avons une question Toujours de petit quai. Le ticket, oui, bien sûr. Qui est donc, et effectivement, on dit c'est bien qu'on qu'on la pose sur cet épisode-là, vu que la question c'est quel jeu pour débuter le jeu de rôle. Je te laisse répondre d'abord, si tu le souhaites. Oui. Sinon, c'est comme tu préfères, hein. Moi je suis open. Non, mais effectivement, alors, c'est comme tout, moi, j'ai toujours cette... Moi, pour situer, j'en ai des personnes dans mon entourage qui n'ont jamais fait de jeu de rôle qui s'y testeraient bien. Moi, c'est toujours un petit peu l'angoisse de me dire, faut absolument, parce que moi, je suis un petit peu angoissé de nature, je me dis toujours, faut absolument que ça marche bien du premier coup. Par quoi je commence? Déjà, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut commencer par une première expérience de jeu de rôle et s'en tirer derrière, bien sûr. Mais du coup, c'est une question que je me suis souvent posée. Et bon, déjà, évidemment, cette question, elle a des réponses multiples, vu que ça dépend qu'est-ce qui pourra attirer vers la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui est donnée, qui veut commencer le jeu de rôle, il faut se poser la question, qu'est-ce qui pique l'intérêt dans le jeu de rôle, déjà. Typiquement, par exemple, d'un point de vue narration, je trouve. Alors, vous allez me dire, je suis biaisé, j'en ai conscience, mais je trouve qu'il y a certains PBTA, pas tous, mais certains PBTA, comme Monster of the Week, par exemple, qui est assez facile à prendre en main. Oui. Je vois en quoi tu es biaisé, parce que tu regardes Buffy en ce moment. Aussi. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'un des rares jeux de rôle que j'ai masterisé pendant longtemps. Mais voilà, je trouve que c'est déjà les PBTA de manière générale, avec le principe de livret et de manœuvre, je trouve est très pratique du coup pour créer des personnages et être prêt rapidement à jouer. Je trouve qu'il est facile à prendre en main tout en permettant une certaine variété dans ce qu'on veut raconter. On peut faire plein de choses quand même avec... plein de choses. Donc ça déjà, je trouve que c'est une bonne première chose. Je regarde vite fait. Alors moi, je vais rajouter quelque chose, si tu me permets, sur ce que tu dis pendant que tu regardes. Voilà. Prends ton temps. Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu disais. C'était qu'est-ce qui intéresse dans le jeu de rôle, mais qu'est-ce qui intéresse aussi tout court, parce que quelqu'un qui... n'a aucun goût pour le médiéval fantastique, par exemple, ça sert à rien de lui proposer du Donjon et Dragon, quoi. Bon, qui serait en plus pas un très bon jeu pour initier, mais c'est un autre débat. Ah oui, si, voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je l'avais sur le bout de la langue. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des listes de travail en plus, et qu'en plus ça permet de rappeler ce qu'on connaît. Cthulhu Dark aussi, c'est un bon système, je trouve, pour commencer, parce qu'il est light. Et c'est même au-delà de ça, pour Cthulhu Dark, c'est un bon système pour commencer en tant que joueuse, mais c'est aussi un très très bon système pour commencer en tant que MJ, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Parce que c'est très light et ça n'empêche pas pour autant de raconter quelque chose. Alors évidemment, pour revenir sur ce que je viens de dire, ça dépend de ce qui intéresse en termes de ton aussi, nécessairement, c'est de l'horrifique. Mais voilà, ça fait partie du package, on va dire. Et puis là-dessus, j'ai un troisième et dernier exemple, et après je te laisse y répondre. Ryotama, pour le coup, on en avait parlé à l'époque, est justement, peut-être pas forcément répéter tout ce qu'on avait dit, mais effectivement, c'est un
un excellent système pour débuter, pour le coup. Ce coup-ci, pour du médiéval fantastique. Ah oui, on est sur du médiéval fantastique, mais déjà, on va lui donner un peu la tonalité qu'on veut, puis c'est vrai que le jeu est très facile à prendre en main, mais il y a quand même une évolution des personnages, parce que souvent, je trouve qu'il y a cette opposition-là, en fait. Tu vas avoir des jeux avec un système très simple, mais souvent, ces jeux-là ne proposent pas ou peu d'évolution. Cthulhu Dark, par exemple, c'est pour du one-shot. Tu ne peux pas faire une campagne de Cthulhu Dark, ou alors il faut que tu inventes des règles en plus. Totalement. Ryutama, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre, il y a un système très simple, tu prends deux caractéristiques qui sont matérialisées par des dés, et tu jettes ces 2 dés et tu me dis combien ça fait, et malgré tout il y a une évolution, donc tu vas augmenter tes valeurs de caractéristiques, tu vas avoir d'autres capacités, etc. Donc c'est plutôt cool. Mais je réfléchis à d'autres jeux que je pourrais dire, parce que oui, moi je pensais effectivement à Cthulhu Dark et Ryutama. Bon, donc, bien sûr Prosopopée, je viens de le dire, ça marche plutôt bien. Enfin, en fait, voilà, on va plutôt essayer de prendre le truc à l'envers. C'est qu'est-ce qui rend ces jeux-là accessibles et abordables? C'est qu'il n'y a pas, je sais pas combien de dizaines, de centaines de pages d'univers à se bouffer. Oui. Coucou Shadowrun. Delta Green aussi, paradoxalement, marche bien. Ça va contrevenir un peu ce que je vais dire. Mais comme Delta Green se passe dans le présent, globalement, je trouve que ça marche bien. Puisqu'il n'y a pas d'univers à absorber, en fait. Et globalement, moi, je trouve que ça va être ça, on va dire, le mur pour beaucoup de gens, c'est de se dire, oh là là, mais il y a beaucoup de règles à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir. Tout ce qui va être Cthulhu moderne, Delta Green, voire même Cthulhu classique en 1920, l'univers, t'as pas beaucoup de choses à savoir non plus, quoi. Des fois t'as des surprises, comme le fait de savoir qu'il y avait des frigos, mais non mais c'est vrai. Mais voilà, je veux dire, globalement, c'est notre monde, donc des jeux qui se passent dans notre monde, c'est facile parce que tu n'as pas à connaître l'univers. Après, à l'inverse, un jeu qui va être dérivé ou très inspiré d'une série, donc j'y ai pas joué par exemple, mais Tales of Equestria, donc le jeu de rôle de My Little Pony, Friendship is Magic, apparemment il est excellent. Alors, je vais arriver dans des jeux un peu plus pour enfants, parce que forcément, moi c'est la question que je suis en train de me poser actuellement avec le petit ancien qui a 4 ans, et qui commence à me parler, à me demander du jeu de rôle. Donc je me suis procuré moi Trouilleville, dont je parlerai un jour dans cette émission, que j'ai même pas encore lu, donc c'est compliqué, mais ça viendra, qui est un jeu de rôle donc, où on joue des monstres, dans une ville de monstres. Du coup, c'est très mignon, c'est très bien illustré, voilà, ça a l'air sympa. Le système de jeu est très simple, et le jeu a le bon goût, en plus, de mettre un tutoriel. C'est-à-dire, t'as un truc en mode livre dont vous êtes le héros, mais avec des jets de dés pour t'apprendre les mécaniques du jeu, et ça, c'est vraiment trop cool. Pour l'arène, mine de rien, c'est sympa, parce qu'on est à la frontière entre un jeu de plateau et un jeu de rôle, dans le sens où il n'y a pas vraiment de je joue mon rôle et tout, mais je raconte juste des relations. Alors, je ferai un épisode sur Pour l'arène. Et quelques variantes, je pense, un jour. Ouais. Oui, je travaille un peu dessus en ce moment. Donc, en gros, moi je dirais, en tout cas pour débuter, j'ai pas forcément donné de nom de jeu, mais moi je dirais ça, un jeu où il n'y a pas un univers, un lore de fou à se taper, plus c'est proche de ce qu'on connaît, ou moins il y a de choses à savoir, mieux c'est. Donc même, à la rigueur, pourquoi pas un Donjons et Dragons, mais bon, même si je considère que c'est un très mauvais jeu de rôle pour initier les gens, mais c'est pas grave. Un Donjon et Dragon, mais une campagne, on va dire isekai, où tu joues quelqu'un de notre monde qui est absorbé dedans, et donc c'est normal d'être paumé, déjà rien que ça enlève une charge. Oui. Moi ça me mettrait à l'aise, si j'étais nouveau joueur et qu'on me disait vas-y tu joues à Donge, et que je connais pas forcément les Royaumes oubliés, tout ça. Après, effectivement, il y a le cas très particulier à notre époque, en 2024 spécifiquement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont d'ailleurs été projetées dans le jeu de rôle par Baldur's Gate 3, évidemment, pas citer, et dans ce cas bien précis, et je suis sûr qu'on a eu d'autres par le passé, il y en aura d'autres par le futur avec d'autres jeux, dans ce cas-là tout précis, dont je deviens une bonne porte d'entrée, vu qu'une partie des règles non négligeables a déjà été absorbée par la pratique. C'est vrai. D'ailleurs, malgré les pièges. Je rappelle qu'on ne peut lancer qu'un seul sort par tour et qu'utiliser une potion, c'est une action, pas une action bonus. Voilà, malgré quelques pièges. Et sinon, il y a un truc auquel je pensais, c'est pas tout à fait dans la question, mais je trouve que c'est quand même annexe.
Pour quelqu'un, par exemple, qui de son côté voudrait se lancer dans le jeu de rôle, mais ne sait pas trop, oserait pas trop, ne saurait pas trop si ça plairait ou pas, tenter les jeux de rôle solo est peut-être une bonne idée pour jauger son appréciation Oui. du médium. Après, j'ai envie de dire, ça dépend lesquels quand même, parce que les jeux de journaling, faut être force de proposition. Oui, c'est pas faux. Il y a d'autres jeux, j'en parlerai bientôt, mais il y a d'autres jeux qui ont un système déjà un peu plus installé, on va dire, et où même en faisant exprès d'avoir le... Ah, j'enlève mon chat de la table. Même en faisant exprès d'avoir le niveau 0 d'input, on va dire, et de description sur le journaling, on passe un très bon moment. Donne pas de nom, mais tu sais de quoi je parle. Mais oui, moi, après, vraiment, faites ce qui vous plaît. Si votre truc, c'est le truc ultra simulationniste, hardcore, avec des kilos de règles à apprendre, bah, good for you. Il faut savoir ce que vous voulez faire et il faut pas hésiter à aller poser des questions. Peut-être à des gens qui connaissent plus que vous. Donc, aller en convention. Même une partie en convention, ça peut être une très bonne porte d'entrée aussi, hein, mine de rien. Souvent, on est là avec les créateurs des jeux, pas systématiquement, mais ça arrive. Ça peut être vraiment un moment privilégié aussi où on va se rapprocher d'un créateur et on va découvrir un jeu, un univers, une façon de vivre. Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais avec ça. Mais, alors, oui, ça peut être bien. Les jeux de rôle solo, ça peut être, enfin vraiment, il n'y a pas de mauvaise façon de rentrer, je pense. Enfin, si, il y en a, mais il n'y a pas une façon unanimement mauvaise, j'ai envie de dire. Voilà, ce serait plus adapté. Et ouais, en référence de jeu, je pense que ouais, moi je dirais effectivement Cthulhu Dark. Après, on peut aller sur des trucs un peu plus décalés, hein, comme Cats la Mascarade. D'ailleurs, je vais aussi citer Vampire la Mascarade, V5, qui est pas mal du tout pour l'initiation. Le principe étant, la plupart du temps, que même les personnages joueurs sont propulsés dans le monde des ténèbres à partir de leur vie de mortel, donc ils ont rien à savoir, puis ça se passe dans notre monde, donc ça c'est plutôt cool. Puis la V5 est très narrative, donc c'est très très sympa aussi. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'y aurais pas pensé parce que j'ai en tête l'épaisseur du bouquin, mais c'est vrai que c'est plus la potentialité que vraiment Ah oui, oui, plein de choses à savoir. enfin, moi, le bouquin est épais, enfin, pas plus qu'un autre, j'ai envie de dire. Et puis, ouais, ça dépend vraiment des jeux. Donc, des jeux où, en tant que joueur, faut rien savoir, ouais, Vampire, ça marche. Within, ça marche bien, le jeu avec les jetons. Je reste sur des jeux de rôle, on va dire, plus ou moins classiques dans leur approche. Donc je disais Cthulhu Dark ou Delta Green, même si c'est le système de l'appel de Cthulhu, plus ou moins Delta Green RPG. Il y a moyen en fait de s'épargner tous les jets de dés, de comprendre les fiches, mais la création se fait en un éclair. Hein. Tu choisis une profession, puis c'est bon, t'as ton personnage quasiment, quoi. Après, à quoi je pourrais penser d'autre? Donc, Ryutama, on l'a dit, Prosopopée, on l'a dit. Je pense, faut que je finisse de le lire pour affirmer, mais bon, je suis suffisamment avancé dans ma lecture pour l'affirmer à mon avis. Je pense que Demiurge est aussi un bon jeu d'initiation, même si alors là on est sur du drama entre guillemets familial, je mets beaucoup de guillemets à familial parce qu'en fait tous les membres du groupe sont des adolescents avec des pouvoirs qui ont tous le même mentor. Donc familial, il y a des guillemets, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Et puis après, s'il y a un univers de jeu, enfin un univers de fiction, je veux dire, qui vous passionne, donc, je sais pas, il y a Stargate, il y a Firefly, il y a, j'en sais rien, là je suis un peu dans du space up, mais The Witcher, voilà, j'en sais rien. Bon, Game of Thrones, je ne conseillerais pas forcément le jeu de rôle Game of Thrones à tout le monde, mais il existe, il a le mérite d'exister. Il y a maintenant, ça se faisait pas toujours avant, mais maintenant il y a des jeux de rôle adaptés de plein de licences de la pop culture, et donc même si c'est peut-être pas les meilleurs systèmes, systématiquement, j'en sais rien, hein, je dis ça, je ne connais absolument pas tous les systèmes de tous les jeux adaptés de trucs, mais il y a des jeux adaptés de vos œuvres fétiches. J'en ai quelques-uns d'ailleurs qui sont prévus pour les mois à venir d'ailleurs. Et c'est super. Et on a les PBTA qui sont très inspirés aussi des œuvres qu'on connaît bien, donc ça tombe plutôt pas mal. Et oui, alors Monster of the Week,
ça reste... Alors moi c'est plus du côté conteuse, c'est pas ma préférence, mais c'est un bon jeu, je le reconnais, ça y a pas de souci. Mais effectivement, Masque, dont on parlait la semaine dernière, incroyable. Enfin la semaine dernière, putain, faut que j'arrête avec mes semaines. Dont on parlait le mois dernier, Masque, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que de manière générale, le principe de livrer les PBTA est assez pratique, je trouve. Oui. Pour débuter. Oui. Ouais, bon, côté joueuse, c'est génial. Côté meneuse, j'ai envie de dire, ça dépend du PBTA. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour de la question. Oui. Il va nous rester à dire au revoir, je suppose, mais avant ça, tu vas nous faire un petit teasing quand même. Oui. Le mois prochain, on va parler d'un jeu que je voulais absolument mettre à cet endroit-là. Donc, comme je l'ai dit, on parlait de l'actualité au début de l'épisode, mais moi aussi j'ai changé mon planning selon l'actualité, mais je l'ai fait en septembre, parce qu'en juillet, j'avais fixé ce jeu de rôle-là et je ne voulais pas le mettre à un autre moment. D'ailleurs, ce sera déjà, c'est un jeu de rôle, c'est un système qui est light, qui est très léger, et ce sera un épisode très léger. Donc là, c'est bien parce que coup pour les personnes parmi celles qui nous écoutent, qui ont du mal à garder l'attention pendant 1 heure, vous pouvez respirer. Le mois prochain, ce sera plus léger, plus light normalement. Ok. Car ce sera, voilà, c'est bien. On restera sur une certaine continuité par rapport au système que j'ai tendance à présenter. Eh ben, écoute, très bien. Ce sera un PBTA solo. Très bien, j'en prends bonne note. Si vous voulez nous poser des questions, bien je vous rappelle qu'on a un serveur Discord, il est dans la description de l'épisode. Je vous rappelle, si vous n'avez pas envie de venir sur Discord, qu'on a un compte Twitter, donc bruitécran_pod. On est maintenant sur Blue Sky à dbdle.bsky.social. Et souvenez-vous surtout que derrière l'écran, personne ne vous entendra crier. Bisous, bisous. Au-dessus des vestiges, les pieds dans la sève, comme des bulles qui voltigent. Au-dessus des vestiges, les pieds dans la sève, comme des bulles qui voltigent. La mâchoire crispée dans l'épreuve, dans un monde si grave, je vocifère strident comme le cri d'un lépreux. Explore le derrière de tes globes oculaires et tu chevaucheras le dragon de verre aux ailes de lumière. Caresse la peau du miroir en monolithe noir. Pour comprendre l'invisible, il te suffira d'y croire. Rentre dans le nuage à la forme de cathédrale et tu verras qu'elles disparaîtront des échymoses de Crotal. L'homme se couvre de honte comme un mort se couvre de terre. Face à vos peurs qui grondent, des incantations je libère. Sous la pleine lune sans calumet, je m'extrais du bitume, juste armé d'un crayon de bois et d'une armure de plumes. Au-dessus des vestiges, les pieds dans la sève, comme des bulles qui voltigent. Au-dessus des vestiges, les pieds dans la sève, comme des bulles qui voltigent. Exilé dans l'éveil, alors que t'endors, en appuyant sur play, t'as ouvert la boîte de Pandore. Nous sommes à bout de pierre de la cruelle Babel contre elle pour mieux mordre. Les fauves déploient leurs ailes. Oublie tes certitudes ici, la science est dévoyée. En pleine béatitude, laisse la nature te transpercer. Dans l'immatériel, il n'y a plus d'envers ni d'endroit. Réveille la zone endormie de ton hémisphère droit. En dehors du folklore, je plane comme une ombre sonore et paraît dans le vent quand l'aube se couche sur l'aurore. En saccade, je m'évade jusqu'à tutoyer les dieux. Tu peux toi aussi passer au travers de la cascade bleue. Alors, ferme les yeux.